Sur le thème des systèmes de communication de demain, j'ai choisi de vous parler de l'Ethernet T1 et nous allons voir comment ce nouveau protocole Ethernet peut contribuer au développement du smart building. Pour ce faire, je vous propose de voir d'abord ce qu'est la norme Ethernet d'une manière générale et plus précisément l'Ethernet T1. Et ensuite, on s'intéressera à ses applications, à l'application T1 et les supports physiques de l'Ethernet T1. Ensuite, nous verrons la position de l'ISO, comment la norme ISO a-t-elle intégré cette nouvelle application Ethernet T1. Et nous finirons par voir, se poser la question, est-ce que c'est un smart choice, un choix intelligent, c'est-à-dire est-ce que l'Ethernet T1 rentre dans le cadre de ce fameux smart building, de ce bâtiment intelligent. Et on finira aussi par ses avantages. Donc, on va commencer par Ethernet. Donc, le protocole Ethernet aujourd'hui est le protocole de communication le plus utilisé aujourd'hui dans les réseaux d'entreprise, dans les réseaux de communication. C'est notamment ce qui a permis le développement de la convergence IP. Quand vous regardez aujourd'hui la roadmap de l'Ethernet Alliance, donc on démarrait avec le 10 basté, donc sur paire torsadée, hein, on oublie tout ce qui va être câble bus et token ring. Donc, on était sur le 10 basté, donc des réseaux à 10 mégabits, et on voit au niveau de la roadmap de l'Ethernet Alliance qu'on a des débits au terabit à des horizons plus ou moins lointains. Donc, l'Ethernet, le protocole Ethernet, il y en a plusieurs dans le domaine de l'entreprise et de la communication. Les plus connus et les plus utilisés étant le 10 basté, le 100 basté, le 1000 basté, etc. Donc, le 10 basté et le 100 basté, qui sont des protocoles respectivement à 10 mégabits et 100 mégabits, sont des protocoles de communication qui utilisent deux paires, d'accord, une paire pour la transmission et une paire pour la réception, avec un câblage à minima catégorie 5E. Et le 1000 basté et le 10G basté sont des protocoles 1000 mégabits, donc 1 giga, des protocoles 10 gigabits. Eux sont des protocoles de communication qui utilisaient les 4 paires. Donc, sur votre câble à paire torsadée, quand nous sommes en 1000 basté ou en 10G basté, nous allons utiliser donc les 4 paires pour pouvoir communiquer et transférer les datas. Donc, nous nous rendons compte au final que… excusez-moi, ça va un peu trop vite. On se rend compte que dans les protocoles Ethernet utilisant le 1000 basté et le 10G basté, donc on utilise les 4 paires, et puis on se rend compte que finalement, la transmission et la réception sur une seule et même paire est donc possible. D'accord, on peut avoir une communication full duplex sur une seule et même paire. C'est le principe de l'Ethernet T1. On se rend compte qu'on peut communiquer, transmettre et recevoir sur une seule data. Donc, c'est le principe de l'Ethernet T1. Alors, quelles sont les applications de l'Ethernet T1 et quels sont les supports de l'Ethernet T1? On l'a vu, l'Ethernet T1, ou appelé aussi le SPE pour Single Pair Ethernet, est donc la transmission de la data sur une seule paire torsadée. On oublie les 4 paires torsadées, nous n'avons qu'une seule paire dans laquelle on va pouvoir transmettre et recevoir de la data. Les protocoles Ethernet, les protocoles I3E, donc on définit plusieurs applications Ethernet T1, d'accord. Donc nous avons le 802.3 CG, qui est donc un protocole Ethernet T1 10 mégabits avec une bande passante de 20 MHz. Nous avons donc deux protocoles 802.3 CG, le 10BAS T1S et le 10BAS T1L. Alors le 10BAS T1S est un protocole Ethernet short, S de short distance, donc des distances assez courtes, 15 mètres ou 25 mètres. Je vous expliquerai un peu plus tard la différence entre ces deux longueurs de transmission. Et nous avons le 10BAS T1L, L pour longue, vous l'avez compris, donc avec donc une transmission 10 mégabits sur une paire torsadée jusqu'à 1000 mètres. Donc 10 mégabits jusqu'à 1 km, on est quand même sur des applications assez spécifiques, hein. Nous ne sommes pas dans le cabling du bâtiment tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, un petit peu d'histoire, l'Ethernet T1 vient du marché de l'automobile, où les ingénieurs ont voulu améliorer les consommations des véhicules et donc réduire le poids des câbles cuivre
dans les véhicules. Aujourd'hui, les véhicules sont bourrés d'électronique, de capteurs, donc avec des câbles. Donc le Buscan avait un peu ses limites. Donc les ingénieurs ont cherché à réduire le poids des câbles et c'est comme ça qu'est né cet Ethernet T1. Donc ensuite, deuxième application de l'Ethernet T1, la norme 802.3 BW, donc protocole à 100 mégabits avec une bande passante à 66 MHz. Donc nous avons le SANBAS T1 jusqu'à 15 mètres sur des versions non blindées, donc version UTP, et jusqu'à 40 mètres sur une version blindée. Nous avons ensuite une troisième application Ethernet T1, le 802.3 BP, qui, elle, est une application Ethernet T1 à 1000 mégabits, donc 1 gigabit, avec une bande passante de 600 MHz. Et là encore, nous avons deux types de protocoles 1000 base T1, le 1000 base T1 type A jusqu'à 15 mètres et le 1000 base T1 type B jusqu'à 40 mètres, qui ne fonctionne qu'avec un câble blindé. Il y a aussi une dernière application qui est encore en cours de réflexion, si je ne dis pas de bêtises, au niveau des normes et qui n'est pas encore complètement ratifiée, c'est le multi-gigabit base T1, où là, on va pouvoir proposer des débits à 2,5 gigas, 5 gigas ou 10 gigabits, c'est ce qu'on appelle donc le 802.3 CH, pardon, avec des longueurs de transmission jusqu'à 15 mètres. Donc, on a véritablement trois grandes applications Ethernet T1 avec trois débits différentes, trois longueurs de transmission différentes et trois bandes passantes différentes. Le multi-gigabit, je le mets un peu de côté, qui est encore en cours d'étude. Donc, les applications, le 1000 base T1, donc on est sur un débit à 1 gigabit avec une longueur maximum de 40 mètres. On est sur un protocole point-to-point. Le 100 base T1, un débit 100 mégabits, aussi sur une longueur maximale de 40 mètres sur un protocole point-to-point. Et le 10 base T1 à 10 mégabits avec une longueur maximum de 1000 mètres sur le point-to-point. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé du 10 base T1S, je vous avais dit, donc il y a deux longueurs, 15 mètres ou 25 mètres. Et bien en fait, le 25 mètres, c'est un protocole 10 base T1S qu'on appelle le multidrop, où dans ce protocole-là, on va avoir une espèce de bus Ethernet où on va pouvoir mettre des appareils, des équipements terminaux en série. C'est là où on va pouvoir arriver sur une longueur maximum de 25 mètres. Et là, on est sur un protocole point-to-multipoint. C'est le seul protocole T1 où nous sommes en point-to-multipoint. Les autres protocoles restent sur du point-to-point. Alors, on est sur de l'Ethernet T1, on l'a compris, on est sur une seule paire torsadée. Donc, le but, ce n'est pas d'utiliser l'Ethernet T1 sur un câble à paire torsadée classique, standard, avec nos 4 paires. Il n'y aurait aucun intérêt. Le but étant de disposer d'un câble Ethernet T1, donc un câble avec une seule paire torsadée. Donc un diamètre extérieur réduit, un poids cuivre réduit, etc. Vous avez compris, vous voyez tout de suite les avantages de ce câble-là. Donc les normes IEC ont défini plusieurs standards, plusieurs types de câbles Ethernet T1, donc un câble une paire, un câble SPE, le Single Pair Ethernet. Donc vous avez l'IEC 61156-11, qui est un câble, une paire avec une bande passante jusqu'à 600 MHz. D'accord, on est plutôt sur un câble solide, plutôt sur un câble blindé, donc plutôt sur une installation fixe, avec des jauges comprises entre la WG26 et la WG22. Ensuite, vous avez le câble défini dans le standard -12, qui est qui dispose de la même bande passante, mais là, on est soit sur une construction solide, soit sur une construction souple, soit sur du blindé, soit sur du UTP. Donc, si on est sur du solide ou du souple, vous comprenez tout de suite qu'on est sur des installations soit fixes, soit mobiles, avec toujours la même jauge. Ensuite, vous avez donc deux autres câbles qui sont définis dans les standards IEC 61156, le -13 et le -14. Le -13 dispose d'une bande passante jusqu'à 20 MHz. On est sur un câble de type solide, un type rigide, donc une construction blindée également, plutôt une installation fixe. Et là, on va se retrouver avec des jauges qui sont plutôt comprises entre un AWG20 et un AWG16. Donc, on est sur des câbles assez conséquents, vous l'avez compris, puisque 20 MHz correspond à l'application Ethernet T1 10 base T1L, qui permet d'atteindre 1000 mètres, donc 1 km. On ne pourra pas atteindre 1 km sur un AWG26, vous pouvez l'imaginer. Donc, il va falloir augmenter les sections. C'est pourquoi, sur tes câbles -13 et -14, on est sur des sections qui sont un peu plus importantes que ce qu'on connaît habituellement sur nos câbles à paire torsadée. Alors, on a le câble,
on l'a compris, donc un câble, une paire, différents types de câbles, différents types de construction, blindés ou non blindés, souples ou solides, avec des bandes passantes qui répondent aux différentes applications Ethernet T1. Et il y a aussi donc une connectique qui va être différente, puisque si vous avez un câble avec une seule paire de fils, inutile d'utiliser la RJ45 qui va disposer de 8 contacts, d'accord, pour nos 8 fils habituels. Donc, il y a une nouvelle connectique Ethernet qui est définie. Donc, c'est le subcommittee 48B qui a défini, qui est en train de travailler, qui définit plusieurs types de connecteurs. Donc, il y a plusieurs normes, hein, l'IEC 63171, et vous avez plusieurs types de connecteurs en fonction de différentes applications. Donc, nous avons le 63-171-1 pour le type 1, le -2 pour le type 2, le -4 pour le type 4, etc. etc. Et on va s'intéresser plutôt au 163-171-1 et le 63-171-6 qui sont pour le moment les deux connecteurs reconnus dans la norme ISO. Alors, ces connecteurs-là, donc on a plusieurs types de connecteurs. Pourquoi plusieurs types de connecteurs? Parce que je vous l'ai dit au départ, l'Ethernet T1, on l'a vu, c'est des applications assez particulières, hein, 10 mégabits sur 1 km, on ne rencontre pas ça tous les jours dans le bâtiment, donc on est sur des applications assez particulières, soit bâtiment, soit industrie. Donc on est sur des environnements différents avec des contraintes différentes. Soit on va être sur une application bâtiment, soit on va être sur des applications industrielles. Et les différentes normes de connectique vont définir les connecteurs en fonction de ce qu'on appelle la matrice MIS. Alors, la matrice MIS, qu'est-ce que c'est? Alors, la matrice MIS, on va un peu faire une parenthèse et regarder ce qu'est la matrice MIS. Alors, la matrice MIS, pas facile à dire, matrice MIS, c'est une matrice qui définit 4 paramètres qui sont mécanique, infiltration, chimique et électromagnétique. Donc, le M de mécanique, le I d'infiltration, le C de chimique, climatique et le E de électromagnétique. Donc, ces 4 paramètres vont être définis selon des niveaux de sévérité. 1, vous êtes sur un niveau très peu sévère. 2, vous êtes sur un niveau moyennement sévère. 3, vous êtes sur un niveau extrêmement sévère. Donc, si on est sur un niveau M1, I1, C1, E1, c'est-à-dire mécanique très peu sévère, on va dire pas sévère, infiltration, pas d'infiltration, donc IP20, C1, pas de contraintes chimiques, E1, très peu de contraintes électromagnétiques. Donc là, typiquement, le M1, I1, C1, E1, nous sommes dans un environnement bâtiment. A contrario, le M3, I3, C3, E3, où nous sommes sur un niveau de sévérité le plus élevé possible sur les 4 paramètres, là, on va être sur un environnement plutôt industriel, des silos à grains, des fours, de la sidérurgie, etc. Donc, cette matrice MIS définit les niveaux de sévérité et les contraintes environnementales de l'utilisation de la connectique. Donc, la norme IEC 63171-1 donc définit le connecteur Ethernet T1 single pair pour des applications de type M1, I1, C1, E1. Donc, vous l'avez compris, le type 1 est plutôt le connecteur pour les environnements bâtiments. D'accord? Avec donc des niveaux de sévérité assez faibles. On l'appelle le LC Style, le LC Design. Donc, pourquoi? Parce que vous voyez qu'il reprend un peu la forme et le design d'un connecteur optique LC, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le connecteur LC qui a été développé par Comscope. OK? Donc, je veux pas m'auto-spoiler, mais vous voyez le petit tableau Remote Power plus moins, ça, voilà, on commence déjà à se dire, tiens, peut-être un peu de téléalimentation aussi, et on verra ça plus tard. Donc ça, c'est le premier connecteur. Ensuite, il y a le deuxième connecteur qui est recommandé par les normes ISO, qui est le 63171-6. Ce connecteur-là est un connecteur développé pour les applications M3, I3, C3, E3, donc plutôt des applications environnement sévère, donc industriel. Et c'est un connecteur qui a été développé, qui est proposé par Arting. D'accord? Donc, voilà les deux connectiques aujourd'hui qui sont, recommandés par les normes ISO. Il y en a plusieurs. On a le -2, le -4, le -5, le -7 aussi, qui sont d'autres connecteurs. Certains connecteurs de type M8, d'autres des connecteurs de type M12. Donc, on n'est plus du tout sur un connecteur qui ressemble à de la RJ45. Forcément, on est sur des connecteurs avec seulement 2 contacts, puisqu'on n'a plus qu'une seule paire torsadée. Et on va avoir donc des connecteurs, excusez-moi, en fonction de l'application et en fonction donc de la sévérité et donc de la matrice MIS.
Alors, donc on a vu les applications de l'Ethernet T1, on a vu qu'il existait plusieurs applications, plusieurs débits. Nous avons vu le support physique, un câble spécifique, une paire torsadée, des connecteurs spécifiques. Alors, quelle est la position de la norme ISO vis-à-vis de cette nouvelle norme? Est-ce qu'on a anticipé ça ou est-ce que c'est complètement nouveau? Donc, déjà, je vous ouvre encore une nouvelle parenthèse pour vous présenter la norme ISO. Donc, la norme ISO, on est sur une nouvelle édition de la norme ISO depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle l'ISO 11800 édition 3. Et la nouveauté de cette édition 3, c'est qu'elle présente des normes en fonction de leur application, en fonction des environnements, pardon. Donc, vous avez une spécification générale qui est l'ISO 11800-1, où là, vous avez toutes les spécifications générales du cabling. Okay, et ensuite, c'est la petite nouveauté de cette édition 3, nous allons avoir des normes par environnement. L'ISO 11800-2, c'est une norme qui est développée pour les bureaux commerciaux. Le tiret 3, c'est pour l'industrie. Le tiret 4 pour le résidentiel. Le tiret 5 pour le data center. Et le tiret 6 pour la distribution du service des bâtiments. Alors qu'avant, on avait un package qui s'appelait l'ISO 11800, édition 2, amendement 2, etc., qui regroupait le cabling d'une manière générale. Aujourd'hui, on a vraiment des normes qui sont silotées, spécifiées par environnement. Alors, quelle est la position vis-à-vis de la norme ISO? On va démarrer déjà par les specs générales. Mais dans les specs générales, dans l'ISO 11800-1, on a des informations sur l'Ethernet T1. L'ISO 11800 a défini des channels de performance pour l'Ethernet T1. On a des channels pour le cabling, le channel classe A, le classe D, le classe E, le classe F, etc. Eh bien, on va avoir aussi des channels, des classes de performance pour l'Ethernet T1. Il y en a 4, le T1A, le T1B et le T1C. Le T1A a été divisé en 4 sous-canaux. Le T1A100, donc on est sur des fréquences jusqu'à 20 MHz, c'est des longueurs maximum de 100 mètres, raison pour laquelle ça s'appelle le T1A100. Le T1A250 avec des fréquences à 20 MHz aussi, une longueur de transmission jusqu'à 250 mètres. Et la classe de performance T1A400 avec une performance de transmission jusqu'à 400 mètres. Ensuite, jusqu'à 400 mètres. Et le T1 à 1000, pardon, excusez-moi, avec une longueur jusqu'à 1000 mètres, 1 km. D'accord. Ensuite, la deuxième grande classe de performance, c'est le T1B, donc une fréquence jusqu'à 600 mégas et une longueur de transmission jusqu'à 100 mètres. Et le T1C, qui est encore en cours d'étude, qui nécessite d'approfondir les études, permettrait une transmission jusqu'à 100 mètres sur une bande de fréquence à 1250 MHz. Donc, vous comprenez que le T1C est plutôt destiné aux multi-gigabits dont je vous ai parlé en introduction. Donc, voici les classes de performance qui sont aujourd'hui définies par la norme ISO. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde une architecture de câblage, l'infrastructure de câblage doit répondre aujourd'hui à des critères qui n'étaient pas les mêmes auparavant. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de modularité, de performance, on essaye d'optimiser les longueurs de câble. On le voit dans les différentes présentations que nous avons eues, soit celle d'un GTL avec sa solution FTTH-ACP, ou soit Corning qui nous parlait donc d'optimiser les longueurs de lien. Eh bien, tout ça nous permet d'introduire une nouvelle manière de voir les choses, qui est le zone cabling, le câblage de zone. On le voit sur le modèle Ecoflex, on a ce point de consolidation actif et on a une zone. Donc on imagine le câblage en zone. On n'est plus sur du câblage où on va se dire un nombre d'accès défini dans un bâtiment. OK, j'ai un bâtiment 100 mètres carrés, 100 mètres carrés, c'est X points d'accès, etc. Non, on définit aujourd'hui un câblage de zone. Et ça, l'ISO l'a très bien compris et l'ISO a anticipé ces choses-là en proposant des différents types de mise en œuvre. Et ça, c'est dans la norme ISO 11800-6 pour la distribution des services du bâtiment. Donc, dans la distribution des services du bâtiment, la norme ISO propose 2 mises en œuvre de câblage. Vous avez le type A et le type B. Ces 2 propositions intègrent un élément qu'on appelle le SCP, le Service Consolidation Point. C'est un point de consolidation. Et ce point de consolidation, il pourra être actif ou passif. C'est la grande nouveauté. Donc, on va avoir un point de consolidation au niveau de notre lien. Et ce point de consolidation pourra être actif ou passif. Et ensuite, on va aller pouvoir soit desservir des prises de point d'accès, donc le SO, le service outlet, soit directement aller câbler un équipement terminal en end-to-end link, donc sur du cabling.
Donc, on a deux types, le type A et le type B. Et les normes, aujourd'hui, nous disent, eh bien, le lien qui est après le SCP pourra être en Ethernet T1 ou en 4 paires torsadées, et le lien qui est avant le SCP pourra être en Ethernet T1 ou en 4 paires torsadées. Donc, on se retrouve avec des futures combinaisons de liens qui vont être possibles. Donc, c'est schématique, hein, je n'ai pas mis le nombre exact de câbles en fonction, mais par exemple, aujourd'hui, si on est sur du câble 4 paires, on a notre SCP, notre point de consolidation, on va aller pouvoir câbler avec notre 4 paires torsadées tous les bâtiments, les services du bâtiment. Ça, on va dire, c'est le câblage standard, classique. Mais aujourd'hui, la norme nous dit, ben, votre lien pourra aussi en une paire. Donc, on va pouvoir avoir des liens une paire à partir du SCP ou même à partir de la baie de brassage pour aller câbler tous les services du bâtiment, le luminaire, la clim, les points d'accès Wi-Fi, enfin, why not, enfin, tous ces équipements actifs. Ça, c'est dans le premier, la partie du haut. On est plutôt dans le point d'accès, le point de consolidation passif. Et dans le cas d'un point de consolidation actif, dans ces cas-là, on a toujours la même chose. On peut avoir du 4 paires de part et d'autre. D'accord? Donc, on est sur un standard. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelle le plafond numérique, hein. Certaines marques aujourd'hui proposent des solutions de plafond numérique avec donc des équipements actifs au niveau du plafond, ça peut être aussi un faux plancher, mais on a ce point d'accès actif qui va nous permettre de délivrer et de distribuer les applications. C'est un espèce de mode FTTH-ACP, mais on n'est pas en fibre jusqu'au point d'accès, hein. Ce n'est pas du tout le cas, mais imaginez un peu cette configuration-là. Et on va pouvoir aussi, dans ce point de consolidation actif, avoir un switch Ethernet T1 pour pouvoir arriver en 4 paires et ensuite distribuer les services du bâtiment sur du câble d'une paire. Ou alors avoir un lien qui est une paire complètement du début à la fin. Ce que je veux dire par là, ce que je voulais vous dire, c'est que l'Ethernet T1 ne remplacera pas l'Ethernet. Ils vont être complémentaires. L'Ethernet T1 viendra se compléter avec le protocole Ethernet. L'un ne remplacera pas l'autre. Il n'y a pas d'auto-négociation entre les deux. Je ne peux pas avoir mon 4 paires et puis repartir en une paire. Ce sont deux protocoles réseau qui sont différents. Donc, l'un va compléter l'autre et l'un ne remplacera pas l'autre. C'est ce que j'ai souhaité en fait vous montrer au travers de cette slide avec ces configurations de liens. Donc, ça, c'est la norme ISO 11801-6, les distributions du bâtiment. Donc, vous voyez que la norme ISO a déjà anticipé ces choses-là en proposant des mises en œuvre de câblage qui peuvent répondre à l'Ethernet T1. Alors, on voit que l'ISO a anticipé cela. Maintenant, est-ce que l'Ethernet T1 va véritablement contribuer au développement du bâtiment intelligent? C'est un peu la question, et c'est surtout le thème du séminaire, les systèmes de communication de demain. Aujourd'hui, on parle beaucoup de smart building, de bâtiments connectés, de bâtiments intelligents. Ce smart building amène une multitude de capteurs IoT, hein, dans le bâtiment, des capteurs de luminosité, des capteurs de température, des capteurs de présence. Ces capteurs, il faut de la data, hein, pour les exploiter, et on va avoir des protocoles aussi qui vont être différents, du KNX, du DALI pour les luminaires, le Modbus, le BACnet, etc. Donc, on va avoir plusieurs types de protocoles de communication pour les différents services et les différentes applications du bâtiment. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu plus dans le détail toutes ces choses-là, un capteur IoT fonctionne généralement à moins de 10 mégabits. On peut aller sur des longueurs on peut avoir des capteurs qui peuvent être un peu partout sur un site, donc on peut aller sur des distances assez élevées. La sécurité IP, tout ce qui va être vidéosurveillance, on peut aller sur des débits nécessaires jusqu'à 1 gigabit, tout dépend de la caméra utilisée. Si on est sur des caméras mégapixels, il faut un peu plus de débit. Si on fait de l'analyse d'image, il faudra un peu plus de débit aussi. Donc, au max, c'est du gigabit. Au minimum, en 100 mégabits, on est capable aujourd'hui d'aller faire de la data sur une caméra IP. Distance maximum, c'est les fameux 100 mètres de notre câble data. Le Wi-Fi, 1 gigabit, d'accord, avec les nouveaux protocoles Wi-Fi 6 notamment, avec des distances maximales de… Alors, j'ai mis 15-30 mètres parce que la norme aujourd'hui, la norme ISO, on a 12 mètres aujourd'hui pour le rayonnement d'un point d'accès, mais on peut aller un peu plus selon la configuration du bâtiment, mur béton, pas mur béton, mais voilà, on est sur des ratios entre 15 et 30 mètres au niveau du rayonnement d'un point d'accès Wi-Fi. La VoIP, c'est moins de 10 mégabits sur
longueur de 200 mètres, le contrôle d'accès, c'est idem, la clim, idem, etc. Donc, on se voit, quand on regarde tout ça, on se dit, OK, j'ai mes débits pour mes applications, j'ai mes longueurs. Donc, si on colle tout ça en fonction des différents protocoles Ethernet T1 qu'on a vu tout à l'heure, le 10 T1L, le 10 T1, le 100 T1 et le 1000 T1, ben, on se rend compte que finalement, eh bien, ces petites applications-là, elles rentreraient très bien dans les différents protocoles, Ethernet T1. Le 10 T1L, pour de la VUP, ou des objets connectés, bon, c'est largement suffisant. Le 100 T1 ou le 1000 T1 pour du Wi-Fi ou de la caméra IP si on n'est pas en caméra mégapixel, c'est aussi suffisant pour répondre à ces besoins. Donc, on se rend compte que finalement, l'Ethernet T1 pourrait répondre à l'ensemble de ces applications. Et si je reviens à mon histoire de tout à l'heure, de normatif avec cette histoire de concentration, de point de consolidation, donc le SCP, Service Concentration Point, la norme ISO va un peu plus loin, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre SCP va pouvoir définir une surface donnée, donc une surface du bureau pour pouvoir aller câbler les différents services du bâtiment et les différents points d'accès. Et la norme recommande une surface de 16 mètres carrés par SCP avec un nombre max d'équipements à 36. Donc, chaque point de consolidation dans le bâtiment en Ethernet T1 ou en 4 paires, j'ai envie de dire, va nous permettre de distribuer 16 mètres carrés avec un maximum de 36 équipements. Donc, on se rend compte que finalement, sur un câblage de zone qui soit en Ethernet T1 et ou en 4 paires, on va pouvoir avoir donc ces zones délimitées avec un nombre d'équipements terminaux, bornes Wi-Fi, capteurs de luminosité, luminaires, clim et contrôle d'accès, services audiovisuels. Donc, tous ces équipements vont pouvoir être définis, câblés, distribués à partir d'un SCP dans la mesure où on respecte les recommandations de la norme ISO, à savoir 16 mètres carrés par point de consolidation, 8 équipements minimum et 36 équipements maximum. En deçà de 8 équipements, il n'est pas nécessaire d'avoir un point de consolidation. C'est un peu la règle. Donc voilà pour ce qui est du cabling autour de l'Ethernet T1. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'étais un peu spoilé, mais l'atelier en alimentation, on a parlé de PO un peu avant avec notre confrère de chez Corning et tout à l'heure aussi, on a évoqué le PO avec nos amis de chez Cisco. Est-ce qu'on peut faire du PO sur du Umper? La réponse est oui. Et c'est la norme I3E 802.3 BU. Mais ça ne s'appelle pas du POE, ça s'appelle du PODL, Power Over Data Line. Le principe est le même, je vous rassure, un power source equipment, un power device de l'autre côté. On envoie une tension dans la seule et unique paire en même temps que la data. Et vous avez différents types de classes. Donc, vous le voyez, on a jusqu'à 15 classes. Puissance maximale que l'on peut développer, qu'on peut distribuer sur un genre du PDOL 52 watts, ce qui n'est quand même pas si négligeable que ça sur une paire, hein, pour ne pas dire pas dégueulasse, hein, pour rester poli, mais c'est quand même pas rien. 52 watts sur une seule paire, ça reste quand même assez intéressant en termes de puissance. Après, j'ai fait quelques petits calculs, par exemple, 52 watts, si on est sur une puissance de 52 watts sur un câble en AWG 22, on aurait une distance maximale de transmission d'une soixantaine de mètres. Et si vous êtes sur d'AWG 26, vous allez avoir sur 52 watts une distance max d'une vingtaine de mètres. Et en AWG 18, donc là, on augmente les sections, hein, sur un câble un peu plus gros, distance maximale de transmission, on est à peu près sur entre 150 et 160 mètres de transmission. Donc, on arrive à avoir quand même des longueurs de transmission en téléalimentation qui sont quand même pas négligeables. Donc, au final, on a un nouveau protocole Ethernet qui nous permet de pouvoir avoir différents types de débits qui répondent à l'ensemble des applications du bâtiment, hein, des débits qui sont nécessaires et suffisants pour pouvoir répondre à la distribution des services du bâtiment notamment. Et on voit aussi qu'au final, on est capable de téléalimenter avec cette seule et unique paire. Donc, un capteur IoT demain, il n'a pas besoin de batterie, hein, vous le câblerez en Ethernet T1 avec du PODL. Vous allez non seulement pouvoir l'atteindre avec ce protocole Ethernet T1 qui va aller en 10 mégabits jusqu'à 1000 mètres, et en plus, vous allez pouvoir alimenter votre capteur IoT avec ce câble-là. Donc, il y a des fois des problématiques de batterie, de lithium, etc. au niveau des capteurs IoT. Aujourd'hui,
enfin demain, pardon, plutôt, demain sur de l'Ethernet T1, on n'aura plus de cette problématique. Donc les avantages, on comprend tout de suite qu'on a un avantage d'un point de vue dimensionnel. Quand vous regardez un torrent de câble 4 paires, donc je vous ai mis les 2 photos, et un torrent de câble 1 paire, forcément, on réduit le diamètre des câbles, on réduit le diamètre du torrent, on réduit le poids, on améliore l'empreinte carbone. On a des torrents plus petits, on l'a vu tout à l'heure quand on a parlé de CPR, mais on va réduire le volume combustible puisque les torrents seront beaucoup plus petits, moins de matière à brûler. Donc il y a quelque chose d'intéressant d'un point de vue comportement au feu. Et au niveau de la connectique, on le voit, les normes d'un connecteur RJ45, la largeur, on est à 11,94 sur un connecteur RJ45. Le connecteur T1-1, la largeur nominale 4,8. Donc on va pouvoir quand même, on a un comportement réduit, on va pouvoir augmenter la densité de port sur un U, par exemple. Vous allez pouvoir augmenter la densité de port Ethernet T1 versus le connecteur RJ45. Ensuite, le second avantage, c'est ce que j'appelle Ethernet Everywhere, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura un protocole Ethernet commun aux applications du building, donc on va favoriser le smart building. Donc la réponse, est-ce que ça contribue? Oui, on favorisera le smart building, on va favoriser aussi ce qu'on appelle le BYT, le Building Internet of Things. On supprime le gap Internet, donc on a aujourd'hui une protocole Ethernet du capteur jusqu'au cloud, d'accord? On va améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments puisqu'on va réduire le poids cuivre. Donc l'introduction aussi de ce fameux concept de plafond numérique, qui est aujourd'hui de plus en plus mis en avant pour pouvoir développer les infrastructures de câblage. Et aussi l'Ethernet T1 nous permet de faire ce qu'on appelle du on-demand cabling, c'est-à-dire on peut très bien, si vous avez un point isolé à 800 mètres et que vous devez câbler des fibres, l'Ethernet T1 ne vous permet pas de répondre à cette demande et d'aller atteindre ce point-là.